Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire Angle Mort. Comme d'habitude, c'est une émission où on va essayer de trouver l'angle mort de toute l'info de la semaine. Comme d'habitude, à ma droite, Yassine Merzougui, économiste, bienvenue. Bonsoir. Et à ma gauche, comme d'habitude, Tarek Hafed. Bonsoir. Et bien, sans trop tarder, on va essayer un petit peu de revenir sur l'actualité qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, comme on dit. Ce sont les inondations qui ont touché plusieurs régions du pays. On a vu des images, le moins qu'on en puisse dire, un petit peu, qui nous ont choqués. Mais ce n'est pas ça le plus important, parce que c'est des catastrophes qui arrivent. Mais cette fois-ci, on va essayer essayer la responsabilité, ce qu'elle est. Est-ce que c'est une responsabilité des autorités, notamment de l'administration, qui est censée gérer tout ce qui se construit, ou c'est une responsabilité partagée entre citoyens et administration? Bon, c'est le résultat d'une situation de fait. La plupart des habitations touchées sont en zone rurale, où les gens construisent n'importe comment sur des terres agricoles, sans études, sans suivi, sans permis de construire aussi. Donc c'est des habitations faites n'importe comment. Et c'est pour ça que, surtout sur les lits Les douanes, oui, effectivement. d'Oued, donc ça a débordé, donc c'est ça le résultat. L'essentiel, qu'il n'y ait pas de mort. De pertes humaines, heureusement. Voilà, par contre, la dernière fois, à Kolia, il y avait un décès, enfin une victime. Enfin, peu de victimes. Donc le béton, bon, ça arrive. Tarek, je reviens vers toi. Yassine a dit que ça a touché notamment des régions rurales. On a vu par exemple la Boumardès hier, donc la route de Boumardès était pratiquement fermée. Donc on a vu même des axes qui sont devenus pratiquement des piscines. Alors, quand on dit maintenant où se trouve la zone rurale, la zone urbaine, vraiment on ne peut pas. Pour le moment, il est difficile difficile oui. de déterminer. Si on prend par exemple ce qui s'est passé à la région de Bousmaïn, donc Fouka, Khmisti, etc., on voit bien que quand on voit la configuration, donc il y a des collines, c'est-à-dire des zones quand même qui sont en amont, où les gens ont construit, où effectivement il y avait à la base des zones agricoles ou même des forêts, etc. Donc on ne sait pas très bien qui c'est qui les a autorisés à construire. Justement, j'allais poser la question par rapport à ça. On se retrouve dans la même configuration que ce qui s'est passé à Bouzéléa en 2001, où les parties hautes ont été dénudées, où donc l'eau, les écoulements s'est déversé vers les parties basses. Sincèrement, moi je pense que effectivement la responsabilité elle est partagée. Elle est partagée déjà par les autorités qui laissent faire et par les gens qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et on peut donner d'autres exemples. Moi, je suis en train de voir, par exemple, ici à Alger, si on va, par exemple, à Ain Melha, il y a des cités qui sont construites, pas une cité, mais je dis bien des cités, entre des cités d'un programme public, social, promotionnel et des promotions de privés, carrément sur le lit d'un oued. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, le jour où l'oued va reprendre son chemin, parce que c'est la nature, c'est comme ça. On verra les gens qui habiteront aux premiers étages et puis ceux qui seront dans la rue, il faut espérer qu'il n'y ait pas de catastrophe. Yassine, par exemple, on a vu une véritable mise à nu de certaines entreprises qui ont construit sur par exemple, une route. On a vu par exemple à Kolia, c'est vraiment ce qu'on a vu à Kolia, vraiment c'est énorme. Ça veut dire des conduites d'eau à 50 cm de profondeur. À qui est la faute? C'est la mauvaise organisation des équipements publics.
Des fois, on ramène des gens incompétents à la tête des directions des travaux publics, à la tête des directions de l'habitat, L'urbanisme. de l'urbanisme et tout. Donc, les entrepreneurs font ce qu'ils veulent. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de corruption dans ce genre de chantier. Donc, Nchfalha, il y a un gamin qui est au Canada. Le jour où on a fait la deuxième rocade, c'était Haddad avec un groupe espagnol. Il ne pouvait pas contester. C'est un ingénieur qui défendait quand même les intérêts publics. Il appartenait à l'agence des autoroutes. Il contestait des choses, mais sa direction n'acceptait jamais. Ces requêtes. Oui. Donc il a fini par partir au Canada, khlas, kra. Mais ceci dit, c'est une situation de fait. Il y a eu des moments où, les années 90, tout le monde se cachait derrière l'aspect sécuritaire. Khalih ibn Bark, une zone dangereuse où il risque la mort. Donc, Parfois, ils ne viennent pas seulement des zones dangereuses, parfois on les ramène pour un petit peu se donner une base électorale aussi. C'est une situation de fait et il n'y a pas une seule cause. Et puis, dans les années 2000, on a dépensé pratiquement 1000 milliards de dollars et on se retrouve en 2023 avec des difficultés pour faire loger les citoyens. Donc le citoyen, quelque part, il a le haq. Il dit que 1000 milliards. Et je n'ai pas. Donc la responsabilité, on ne peut pas la situer dans tel ou tel secteur ou là dans tel. Tamar, je ne sais pas qu'est-ce qu'il devient, le ministre de l'Habitat. Je pense qu'il est collé à. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si. Il me semble que oui. Oui. Eh bien, en novembre 2018, il a fait pression sur les entreprises étrangères qui construisaient là en Algérie. Pourquoi? Pour pouvoir distribuer le maximum de logements à l'occasion du 1er novembre et préparer de facto le 5e mandat. Donc il y avait des entreprises de construction qui avaient un certain retard. Ils sont accusés d'un retard par rapport au personnel, par rapport à la disponibilité des matériaux de construction, par rapport à la disponibilité du ciment. Il a fait annuler beaucoup de contrats. Donc de 2018, pratiquement 2019, Amel Hirak, 2020, Covid, 2021, Covid. Donc à partir de 2022, qu'on a commencé à régler les conflits les entreprises étrangères. Et l'Algérie a perdu beaucoup d'argent à cause de cette décision de faire annuler les contrats avec les entreprises étrangères. Donc la question du logement doit être traitée avec beaucoup de sérieux. Ce qu'on voit sur le terrain maintenant, le ministre de l'Habitat, il fait beaucoup d'efforts et il est en train de mettre en place un dispositif pour accélérer la construction. J'étais content de voir, Marali fait une entreprise turque à Sétif. 5000 logements, délai de réalisation, 23 mois. Du jamais vu en Algérie. J'ai posé la question au responsable de l'entreprise turque. Il a dit oui, c'est dans nos cordes. Donc si on travaille dans ce sens et maintenir cette cadence à tous les chantiers. Donc il suffit finalement d'un peu de sérieux. Le management, c'est une question. Vrai contrôle aussi. Surtout. Le management, c'est une question de contrôle. Absolument.
شفنا من قبل ما غير ستاد برك تاع براقي شحال شد إلا فالو يتزيروا شويه خلاص le stade a été réceptionné le stade de Tizi Ouzou. Bon, le logement الناس ماهمش يشوفوا quelque chose de palpable mais c'est en train de prendre une forme vraiment intéressante. Oui, tout à l'heure tu voulais dire. Oui, le problème c'est vrai que c'est le logement, les infrastructures, tout ça, c'est des questions qui sont très importantes. Mais il faut voir le problème dans sa globalité, c'est l'aménagement du territoire. Est-ce que réellement, il y a une stratégie? Et s'il y a une stratégie, une politique, est-ce qu'on la retrouve sur le terrain? Visiblement, non. Quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé en Kabylie, les feux de forêt, maintenant, on s'en rend compte, il y a quasiment une urbanisation de la montagne dans la région. Il y a trop c'est-à-dire trop d'habitations, on va dire. Est-ce qu'on a la possibilité de dire, surtout en Kabylie, la problématique se pose parce que la grande majorité des terres sont des terres privées. C'est-à-dire que les gens ont le droit de construire où ils veulent. C'est-à-dire que l'État ne possède pas, à part bien sûr le patrimoine, le domaine forestier, mais énormément de terrains appartiennent aux privés. Mais est-ce qu'il ne faut pas à un certain moment dire ça suffit, essayer de trouver d'autres solutions. Autre chose, quand on voit les projets de villes nouvelles, on a dans une ville nouvelle, les studios se trouvent dans une ville nouvelle, à côté d'une ville nouvelle, c'est pas très réjouissant. Vraiment, c'est vraiment catastrophique à la limite. Maintenant, il reste Boukzoul. Qu'est-ce qu'on va faire de Boukzoul? Est-ce qu'il suffit de construire des bâtiments? Non, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut construire des bâtiments, il faut construire les services, il faut donner des emplois aussi aux gens. C'est pas simplement cité dortoir, ou même faire en sorte qu'il y ait uniquement du travail à Boukzoul et que les gens vont faire l'aller-retour Alger-Boukzoul ou alors Blida, Boukzoul ou Tipaza ou même Oran, Boukzoul. C'est pas ça l'objectif. C'est-à-dire c'est offrir de l'emploi, des services, un vrai cadre du confort et créer de la richesse dans cet espace. Est-ce que réellement il y a une politique? Parce que si on lance Boukzoul, automatiquement on va avoir de grands centres urbains au centre de l'Algérie qui vont se vider peut-être doucement et les gens vont s'installer à Boukzoul pour créer une nouvelle dynamique. Est-ce qu'on va y arriver aussi rapidement? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Et il faudrait vraiment que les autorités puissent y répondre assez rapidement. Oui, merci pour toutes ces précisions. On va passer à un autre sujet. Donc, dans le dernier journal officiel, on a publié un arrêté interministériel portant sur l'ouverture du secteur du transport aérien et maritime à l'investissement privé. Donc, c'est attendu depuis plusieurs années. Nous souhaitons que cette fois-ci, c'est la bonne. Mais en lisant l'arrêté, donc il y a des conditions que je trouve, par rapport à ce qu'on a lu avant, notamment au début des années 2000, c'est vraiment léger comme exigence, sauf celle concernant la sécurité. Donc est-ce que c'est le début du lancement de l'investissement, de l'ouverture réelle du secteur? Enfin, des deux, maritime et aérien. Je pense que d'abord le maritime est dans un état piteux. Le secteur a noyé. Donc tout le parc de transporteurs de marchandises doit être revu. Il y a des bateaux qui ne sont plus aux normes. 60 ans d'importation. Pour l'OAIC, on n'a pas un seul céréalier. Donc, le NTMV est dans une situation très difficile. Le parc de containers, et là j'invite les autorités à ouvrir une enquête sur le parc des containers en Algérie. Il y a un gros trafic, beaucoup de corruption
Et malheureusement, les services de sécurité ne sont pas intéressés à ce sujet spécialement. C'est quoi au juste? Il faudrait 10 émissions. 10 émissions pour expliquer. Non, en résumé, on ne va pas tout expliquer. Bon, la moitié du parc algérien de conteneurs ne sont pas utilisés. Et ils sont loués à 2-3 dollars la journée. Donc ils sont là parqués pendant 2 ans, 3 ans à ne pas fonctionner. Et puis le partenariat italien. Enfin, le Qatar a fabriqué tout un stade avec des conteneurs. Bon, c'est pas ça le problème. Mais non, c'est juste... C'est ce qu'il y a dans les conteneurs. Donc, pour l'aérien, c'est une bonne chose de s'ouvrir un peu à ça. Il y a une réforme dans le secteur, il y a eu la création de l'agence de navigation aérienne. Donc, l'administration est une direction générale au sein du ministère du Transport. Maintenant, c'est une agence autonome qui travaille selon les normes internationales sans trop s'encombrer avec les pratiques bureaucratiques du passé. Donc on comprend désormais pourquoi il y avait plusieurs changements à la tête du ministère des Transports. Je pense que le ministre actuel a compris les enjeux. Il a compris sa mission. Et il a compris surtout sa mission. Il a compris aussi, puisque bon, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, un des secteurs sur lesquels le président a insisté depuis son élection et s'est engagé, c'est l'aérien. Pourquoi? Parce qu'il y a réellement un potentiel, mais un potentiel qu'on ne peut pas imaginer en termes de création de richesse. On prend par exemple le fret aérien. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on importe par voie aérienne est transporté par des entreprises étrangères. C'est-à-dire, on prend par exemple dans le secteur de l'énergie, on estime le potentiel, je le tiens de quelqu'un qui connaît très bien le secteur, dans le secteur de l'énergie, c'est l'équivalent à peu près chaque année de 400 millions de dollars. Qui partent donc où? De quoi créer des entreprises spécialisées. Mais bien sûr. C'est-à-dire, si vous allez par exemple en Tunisie, ça remonte à peu près à une vingtaine d'années. Ils avaient déjà deux ou trois compagnies privées. Déjà, ils utilisaient à l'époque des Antonov, de transport de fret. Jusqu'à maintenant, on a une compagnie pétrolière qui a sa propre compagnie aérienne et qui n'a pas d'avion pour transporter le fret pour ses unités, pour son groupe. C'est aberrant. Si on prend le transport régional, si on prend le transport, même le transport de loisirs, si on prend le transport d'affaires, alors, il faut comprendre une chose, c'est que l'Algérie se situe dans une zone qui est stratégique. Sa position est stratégique. On peut créer, et il y a eu un projet qui a été monté par un opérateur pour dire, on crée c'est-à-dire toute une base logistique d'affaires, pour des avions d'affaires, pas uniquement algériens, mais pour des avions d'affaires étrangers, qui peuvent se poser en Algérie, qui peuvent se ravitailler, qui peuvent utiliser des bases logistiques, c'est-à-dire pour différents services. Le potentiel, il est énorme. Pour le maritime, tel kiff kiff. Juste, je reviens sur l'arrêté interministériel. L'avantage, c'est quoi? C'est de dire, voilà, maintenant, ceux qui veulent se lancer dans le secteur de l'aérien du maritime peuvent désormais acheter du matériel d'occasion. Usagers. Et deuxièmement, des pièces d'occasion, parce qu'avant, les opérateurs devaient l'acheter soumis à des contrôles très stricts. C'est-à-dire, l'objectif, ce n'est pas que l'Algérie devienne la poubelle en termes de navires ou d'avions ou d'appareils. Ce n'est pas ça du tout l'objectif. C'est d'offrir du matériel à des prix concurrentiels à des opérateurs qui veulent se lancer dans ce secteur. Je
je vais donner une petite information et je vais poser encore une question par rapport à toute cette ouverture. Mais avant, on va passer une page de publicité. Restez avec nous, on revient tout de suite. Rebonsoir et bienvenue encore une fois. On va continuer. Je vais d'abord donner l'information tout à l'heure. Et après, je vais poser une question. Donc, on a une autre information, c'est la signature d'un accord avec Airbus pour l'acquisition de quelques avions. De cet appareil. Cet appareil, on en a parlé lors des dernières émissions. Exactement. Donc maintenant, le contrat a été signé hier. Le contrat a été signé, donc c'est bon. Donc des A330 et deux A350 1000. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus performant, le top. Donc je vais poser une question par rapport à l'arrêté interministériel, par rapport à ces nouvelles acquisitions d'Algérie. Donc une question très simple. Le gouvernement s'engage dans l'ouverture du secteur. Je parle de l'aérien. Même le maritime, ça peut le concerner aussi. Donc est-ce que nous avons assez de compétences, de personnel pour gérer toute cette ouverture, toutes ces entreprises qui vont être créées? C'est la grande question aussi. Non, je dis ça parce qu'il y a une concurrence rude dans le secteur. Extrême. Bon, par rapport au Covid, il y a eu un petit retard dans la formation. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant une pénurie de personnel à travers le monde. Pendant 2020-2021, les gens n'ont pas formé parce que le personnel existant était à l'arrêt, des difficultés pour les compagnies aériennes. Il y a eu certains États qui ont aidé leurs entreprises à maintenir le personnel et d'autres non. Et c'est la grande question maintenant. Mais de toute façon, je pense que au niveau des ressources humaines d'Air Algérie, ils ont dû planifier des formations. Je pose cette question, oui, probablement il y aura sûrement des formations, ils vont essayer de former le personnel pour gérer tout cela. Enfin, je parle aussi des entreprises privées qui vont être créées, et surtout que nous savons tous qu'il y a de grands opérateurs dans le secteur qui proposent des salaires faramineux pour récupérer du personnel, surtout du personnel compétent des autres compagnies. Mais c'est ça le problème. Alors, ce que l'on sait un peu quand on suit le secteur ADA, c'est qu'avant il y avait une école à Constantine. Il y avait plusieurs écoles. Mais surtout une école publique pour former des pilotes, etc., qui a fermé.
Maintenant, le cursus, c'est quoi? On se forme, il y a 2 ou 3 écoles privées qui forment sur le plan théorique. Et après, beaucoup allaient en Angleterre, notamment pour obtenir leur licence avec les heures de vol qu'il faut, pour après être recrutés au sein de... Donc, les deux principales, c'est Air Algérie et Tassili. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on est formé et qu'on a assez d'heures de vol, etc., après, on reçoit des propositions qui sont forcément très alléchantes. Maintenant, le challenge, il est double. Autant pour Air Algérie... On a vu ça avec Khalifa, par exemple. Mais bien sûr. Khalifa, non, mais maintenant, le challenge, il est double pour Air Algérie, ou même pour tous les opérateurs. C'est former et garder. C'est-à-dire qu'ils doivent d'abord former, et en plus, ils doivent garder pour ne pas qu'on les prenne. Mais le problème ne se pose pas uniquement sur l'aérien, le problème aussi se pose sur le maritime. Oui. Je donne un exemple. Un commandant long cours, l'aboutissement de la carrière, un commandant, le maritime, c'est pilote maritime. Les pilotes maritimes, ici en Algérie, j'avais travaillé là-dessus il y a quelques années, c'était à peu près un salaire qui devait à peu près être 150 000 dinars. Je donne Hagdag de mémoire, 150 000 dinars ou la chahag. Les pilotes maritimes qui ont été récupérés, algériens, les Rahouf, les pays du Golfe, ils bdaient à 7 000 euros. Donc on voit quand même la différence. Donc 1 million 400 Maintenant, 000 voilà, c'est ça qui est terrible. Et ça ne se passe pas uniquement, c'est valable partout. Oui. L'Algérie est une grande école de formation, que ce soit pour les ingénieurs, que ce soit pour... et malheureusement, les médecins, etc. C'est exactement la même chose. On est en train de former une élite compétente pour des autres. Tout ça pourquoi? Pour des questions salariales, qui sont légitimes dans l'absolu. Donc, il ne faut pas oublier aussi le personnel au sol. Aussi. On est obligé de former des ingénieurs mécaniciens pour la maintenance, pour l'entretien des appareils et tout. Ça aussi, c'est un autre chantier. Oui, enfin, on a donné l'exemple des pilotes, mais enfin, je voulais dire... Les pilotes, le personnel commercial, pour tout. Donc, c'est un grand chantier. Je pense que c'est le temps d'ouvrir, de multiplier les écoles de formation, tant pour le personnel navigant que pour le maritime. Parce que le maritime, il y a beaucoup de gens qui ont été admis à la retraite et qui sont redéployés à l'étranger et ils ont maintenant une excellente formation, un capital expérience de haut niveau. C'est l'occasion de les ramener pour encadrer la formation des futurs pilotes, des futurs commandants de bord. On a du potentiel, il suffit tout juste de s'organiser autour de cet objectif. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Même si je voudrais poser une question par rapport toujours à Air Algérie. Nous savons tous que le personnel d'Air Algérie est nombreux. Donc, est-ce qu'on a une idée sur ce personnel? Est-ce que c'est l'administration? Est-ce que c'est le commercial? Est-ce que c'est les pilotes? Est-ce que c'est les ingénieurs? Est-ce que c'est les mécaniciens, si on appelle ça des mécaniciens? Est-ce qu'on a une idée sur tout ça? Sincèrement, je n'ai pas d'idée. Oui, c'est effectivement, mais plus... Mais là, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on va augmenter le nombre d'appareils. Donc, en fait, l'objectif, c'est quoi d'une compagnie comme Air Algérie? C'est quoi? C'est avoir un nombre d'appareils important et surtout de les faire voler, de faire voler ces appareils machines. Tayarat, un vol ou deux, surtout, alors là, surtout, le challenge aussi va se poser pour les avions qui ont été pris en leasing il y a quelques jours aussi. Il faut que ces appareils volent sans arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de... Qu'ils soient rentables. C'est la rentabilité, voilà. Il faut que la compagnie entre dans une logique de rentabilité et non pas dans une logique de simple service public. Non, le service public, c'est bien, mais il faut aller au-delà, il faut aller dans la notion de rentabilité. De rentabilité, ça veut dire c'est le volet économique. Et ça, bien sûr, c'est du management, parce que peut-être certains ne sont pas prêts à ça actuellement. Ok. Yassine, on a évoqué
cette problématique des compagnies aériennes, ça concerne directement Air Algérie. Une question, est-ce que toutes ces acquisitions, cette ouverture va profiter à l'Algérien? Qu'en sera-t-il du prix du billet? Bon, quand il y a levée de monopole, il y a concurrence, automatiquement il y a une baisse des prix du billet Tout à fait. et on va aller vers le low cost, donc qui va participer à la réduction des prix du billet ou bien à l'amélioration des services à bord. Mais comme ça, quand il y a un quasi-monopole sur le transport aérien, les gens ne peuvent pas plus évoluer. Avec cette ouverture, ça va participer à faire baisser le prix du billet. Ça, Très bien. Sina, Oui, juste ça. une dernière chose. On voit par exemple sur certaines destinations, essentiellement entre l'Algérie et la France, des compagnies low cost étrangères, elles font du low cost. Ça qui tous les faits non, elles ne font pas du low cost. Elles appliquent les mêmes prix que. C'est vrai qu'il y a une réglementation qui implique que les compagnies soient sur le même niveau de tarif. Mais pourquoi on ferait du low cost, par exemple pour aller en Tunisie ou là au Maroc, et c'est les mêmes destinations, je veux dire c'est les mêmes distances, d'accord? Alors que ces mêmes compagnies, elles se battent pour avoir des slots pour venir en Algérie, pour augmenter. Est-ce que ce n'est pas Air Algérie qui exige que toutes les compagnies... Il y a un problème de réglementation, effectivement. Oui, puis le monopole, s'il y avait 14 ou 15 compagnies aériennes de nationalité algérienne, il n'y aurait pas eu Tout à fait. cette Ça serait, on en profiterait. Donc les responsables d'Air Algérie sont obligés de travailler pour mériter leur place. Ah oui, il n'y a plus de monopole. Comme du temps de Khalifa. On se souvient que Khalifa avait cassé les prix. Avait, on va dire, démocratisé en quelque sorte, même si les Algériens ont toujours pris l'avion, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Merci à vous deux. Je pose une question, enfin c'est une petite information, mais très intéressante. Il y a le président Tebboune qui félicite les responsables de Civital suite à l'inauguration de l'usine de trituration de grains oléagineuses à Béjaïa. Yassine, est-ce qu'on a des détails sur... Oui, on l'avait annoncé, on avait à peu près la dernière semaine du mois en cours, on allait inaugurer l'usine. Bon, ça a été fait par le Wali de Béjaïa, mais c'est une grande évolution pour ce secteur d'activité. C'est la plus grosse usine ici en Algérie et l'unique par rapport à certaines graines. Et donc ça mérite qu'on s'intéresse à ça. Et ce n'est qu'un début. Je pense que Madar va ouvrir le Gigel. Donc c'est une industrie qui est naissante en Algérie. Je pense que ça va donner naissance à une nouvelle stratégie dans l'agroalimentaire. Merci pour ces informations, Yassine. Juste une interrogation. Durant la même semaine, donc il y a Civital qui inaugure son usine de trituration de graines oléagineuses. Et durant la même semaine, Issa Darblab, fondateur de Civital, ex-PDG du groupe, qui est interdit de gestion. Disons qu'il a été envoyé officiellement à la retraite. Est-ce qu'on a des détails sur... Parce qu'on a donné l'information la dernière fois, donc il a été entendu. Ensuite, le procureur qui a décidé de le mettre sous contrôle judiciaire. On a dit aussi que c'est une affaire banale, mais on a appris cette semaine que Issa Darblab est interdit de gestion, interdit de signer un quelconque document portant transactions commerciales, financières, etc. Pourquoi? Du point de vue légal, il y a 12 chefs d'accusation. Si l'un sur les 12 est retenu lors d'un procès, la personne incriminée est automatiquement interdite de gestion.
Ça, c'est la loi. Yassine, tu as dit donc il est poursuivi pour 12 chefs d'inculpation, c'est ça? Non, l'un des 12. Ah, d'accord, ok. L'un des ok, 12. ok. Et lors du procès, il a été retenu faux et usage de faux. Enfin, pas procès, lors de son passage devant le procureur. Non, lors premier procès. Lors du premier procès, ça a été retenu le faux et usage de faux, et donc ça implique automatiquement une interdiction de gestion. Ça est retenu. Mais la dernière fois quand il a été convoqué, c'est une histoire banale. Je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps et ça va peut-être aboutir à un non-lieu. Ah, très bien. C'est une affaire vraiment banale. Ouais, parce que la mise sous contrôle judiciaire, un petit peu, elle a fait un petit peu... Non, c'est juste une procédure où ça va se terminer. Très bien. Toujours restons dans le monde des affaires. Donc j'ai une question à poser par rapport à... Enfin, j'ai lu le communiqué de la Banque d'Algérie. Donc, il y avait c'est une réunion bilan, c'est ça? Une réunion bilan. Donc sanctionnée par un communiqué. Donc c'est le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, qui appelle les banques à renforcer et à développer le financement économique. Oui, c'est justement, pourquoi le gouverneur a parlé de ça? Pourquoi? Est-ce qu'il s'adresse à toutes les banques? Est-ce qu'il s'agit de banques publiques? Mais pourquoi justement? Parce que dans le communiqué, dans le communiqué, donc le gouverneur estime que le financement de projets économiques reste faible. Donc il invite les banques à financer davantage donc c'est dire que la Banque d'Algérie qui appelle les institutions financières à suivre la politique du gouvernement pour faire de cette année une année économique par excellence. Donc est-ce que nos banques sont en retard par rapport à cela? Alors c'est une réunion, j'ai lu le communiqué aussi, on a travaillé dessus hier. C'est une réunion trimestrielle donc, entre le gouverneur de la Banque d'Algérie et les représentants des banques. Oui, c'est pour présenter le bilan du premier trimestre de l'année. Voilà. Donc les banques et les institutions financières en Algérie, accréditées en Algérie. Bon, effectivement, quand on dit banque, donc c'est les banques publiques et les banques étrangères, parce qu'il n'y a pas de banque privée algérienne, bien sûr. Oui, non. Enfin, j'ai dit privé pour faire la différence. Voilà, on a soit des banques publiques en Algérie, soit des banques étrangères. Et donc, c'est pour faire le bilan, effectivement, des trois premiers mois. Et ce qui ressort, c'est un appel du gouverneur à plus d'engagement à ces institutions financières. Je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a eu un arrêt des investissements qui sont, enfin, du financement qui était lié à, je pense, le fait de l'attente de la loi sur l'investissement. Il est possible que, entre-temps, la loi donc, est entrée... Ce n'est pas la loi sur le crédit. Non, c'est sur l'investissement. Donc peut-être qu'entre la promulgation de la loi et donc la période actuelle, il n'y a pas eu assez d'engagement, une reprise de la part des institutions financières. Oui, Yassine, tu voulais dire que... Bon, d'abord, il faut faire la séparation entre les deux. Il y a les banques étrangères qui ne consomment que les importations. Oui, effectivement. L'investissement ne les intéresse pas. Surtout les investissements à long terme. Surtout ça. Ils ne sont pas impliqués dans la bourse d'Alger. Ils ne sont pas impliqués dans l'investissement étatique. Pratiquement, je ne sais pas quelle banque دخلت في الكابيتال ولا elle a financé une entreprise publique. Donc les entreprises publiques sont financées exclusivement par les banques étatiques. Et ça, les banques étatiques souffrent aussi de bureaucratie. Ils travaillent parce qu'ils ont vu leurs collègues
qui étaient dans les comités de crédit, dans les agences, dans les institutions financières qui ont été un peu poursuivis. Justement, j'allais poser la question, est-ce que ce n'est pas la peur qui a fait que les responsables actuels des banques ne signaient pas de crédit? Non, ce n'est pas uniquement la peur, surtout la bureaucratie. On se cache derrière la peur. Donc, tant qu'il y a le financement économique des entreprises publiques, la banque qui va financer l'achat des avions d'Air Algérie. واش يزيد يدير بان entrepreneur qui vient réclamer 1 milliard de dinars ولا يحتاجوش قال ما اختني j'ai une rente garantie par le crédit d'Air Algérie, j'ai une rente par rapport à un crédit pour la SNTF ou la CNAN ou la gros investissement. Donc ما راحلوش في le reste. Donc c'est la rente elle est garantie. Donc même le citoyen il dit pour l'ouverture d'un compte. Et ils sont en train d'optimiser par la réduction des agences. Ils veulent aller vers le numérique et réduire quasiment le nombre d'agences. Comme ça, ils vont optimiser leur chiffre d'affaires pour dégager le maximum de profit par rapport à ça. Donc c'est aussi, comme a dit Tariq Hafid, il y a aussi le problème de la loi sur l'investissement. C'est une loi qui a été votée, signée en juin dernier. Nous sommes en juin. Promulguée aussi. Il manque toujours les textes d'application pour le foncier industriel. Tant qu'il n'y a pas de foncier industriel, il n'y a pas d'investissement, donc il n'y a pas de crédit. Tout ça, c'est un circuit fermé qu'on doit... Mais c'est tout ça le climat des affaires. Tout à fait. Oui, donc tout s'enchaîne. Dès qu'il y a le foncier industriel qui va s'ouvrir, donc il va y avoir des investissements, il va y avoir des dossiers de crédit et tout. Donc tout le cycle... À moins que l'administration se mettra à travailler sérieusement, sans embûches, sans bâton dans les roues. Tariq, je te pose à toi la question, toi l'ami de l'administration. Donc est-ce qu'aujourd'hui... Grand ami de l'administration, est-ce qu'on peut dire que l'administration pose des problèmes pour plusieurs secteurs, notamment l'économique? Yassine a dit que les gens des bureaucrates se cachent derrière la peur. Là, maintenant, je vais reprendre ce qu'a dit Yassine. Et c'est très simple. À la base, la Constitution, lors de son dernier amendement, impose la promulgation d'une loi avec ses textes d'application. C'est tout. C'est-à-dire, on a des lois jusqu'à aujourd'hui où il n'y a pas de texte d'application. Donc il y a un problème. Et tout est lié. Par exemple, dire un crédit à le Baraka. Il dit que j'ai une garantie à hauteur de 120% du montant demandé. Tu as besoin un dinar, نجيب لك 12 دينار دو غارونتي بزاف نقول لك بنوك اسلاميه ومانيش عارف tout ça ça peut pas aider l'investissement donc je ne sais pas ديك النهار سقسيت au niveau de BDL parce qu'عندنا le compte l'entreprise j'ai posé la question pour l'achat de véhicules قال لك le plafond c'est 1 million 500 000 dinars par crédit. C'est le côté islamique. Pour récupérer 150 millions. Donc des fois, c'est le manque de sérieux de la part des banquiers. Ce n'est pas uniquement la volonté. Je sais le conseil d'administration de la BDL qui accepte de telles aberrations. Merci Yassine pour toutes ces précisions. On va essayer de clore un petit peu le débat sur ce volet. Et poser une question, enfin, disons, je peux qualifier ça de fait divers, pour qu'on puisse clôturer la deuxième partie. Enfin, on a lu un communiqué signé par des associations
des associations de la société civile de Sidi Bel Abbas, ils dénoncent carrément le député de leur wilaya, Mohamed Mir, je pense qu'il est élu sur la liste des indépendants. Donc il y avait un concours de paramédical, il y avait 5000, je pense, 5000 candidats. Et les résultats, les gens ont été étonnés de voir ces 2 enfants parmi les lauréats. Donc ils ont dénoncé cet état de fait. Est-ce qu'on a des détails sur cette affaire? Parce qu'il s'agit surtout il s'agit de 5000 jeunes qui ont passé ce concours. Parce que, pardon Yacine, chaque responsable désigne son fils ou sa fille, son cousin, sa cousine, sa tante, quelqu'un de sa famille dans une liste de lauréats. On n'en va pas trouver de solution pour les enfants du peuple aussi. Non, il faut rester dans la logique des associations de Sidi Bel Abbas, parce qu'ils ont constaté que la fille et le fils du député ont été admis dans le concours du paramédical, à moins qu'ils soient vraiment des génies. Des fois, le génie, on le trouve dans les gènes. Oui. C'est-à-dire Baba Hamchigé. Bon. Est-ce que tu connais Oui, j'ai été contacté par ces associations. C'est malheureux de voir. Donc ils soupçonnent un trafic d'influence. Voilà. Donc, ils demandent à ce que l'affaire soit l'objet d'une enquête qui va aboutir à quelque chose. Donc, je pense qu'il faut agir dans ce sens. On va accuser personne de quoi que ce soit, mais nous disons que 6 associations, parce qu'elles sont nombreuses, donc ils ont appelé les autorités à ouvrir une enquête pour détecter. Est-ce que le communiqué parle du nombre de postes ouverts pour... Un poste ouvert, non, mais il parle de nombre de candidats, c'était 5000. Il y a plusieurs écoles qui ont admis les candidats au concours, et puis il y a eu la publication des résultats, et les gens sont très contents à Sidi Bel Abbas. Bon, on ne sait pas, on n'accuse personne, mais c'est un fait. C'est aussi un signal de bonne santé de la société civile. Ah, absolument. Les gens sont vigilants. Le fait qu'ils ont dénoncé, c'est un communiqué, c'est un appel, c'est un communiqué de dénonciation signé par plusieurs associations. Une question, quand est-ce qu'on va finir avec tous ces comportements, Tarek? Sincèrement, bon, il y a une réalité, hein. Il y a la réalité de l'emploi aussi qui est là et qui... les gens ont besoin de travailler. Ensuite, effectivement, l'emploi passe par le circuit du service, j'allais dire entre guillemets. T'as Marifa, t'as Choufli, t'as Kifash Nlqahel, etc. Malheureusement, c'est ça. Mais qu'en est-il des compétences aussi? Mais le problème, il est là. Le problème, il est là. Donc, ce circuit exclut les compétences. Tout à fait. Donc, même si quelqu'un est compétent, s'il n'a pas de... Tout à fait. Tu as des ma'rifa, donc il ne passe pas. Celui qui a ma'rifa, même s'il n'est pas compétent, il passe. Et je pense que le pays se retrouve aussi avec des inondations, quelques gouttes de pluie qui font que des inondations. Alors imaginez enfin, je pense que c'est la personne incompétente qui va être de permanence dans un hôpital au moment où il y a des urgences, quel va être le résultat, enfin voilà. Il n'y a pas que ce secteur. Enfin, je donnais les inondations parce que c'est tout pareil. Il y a des pratiques. Il y a certaines c'est des pratiques qu'il faut bannir. Oui, il y a certaines entreprises qui ont développé le réflexe tel que le père part en retraite, on admet automatiquement un de ses enfants. Un de ses enfants. Par exemple. C'est une pratique qui commence à s'installer. Il y a les 3 grandes entreprises qu'on a héritées de la France, ou là où des entreprises... Lesquelles? Le gaz, la poste.
la poste et le transport, transport, ferroviaire. La SNTF, Sonelgaz et la poste. On va parler un jour de la poste. Donc, هذا متزوج مع بنت هذا جيت تهضر مع بواب يعيطوا لكم لا ديريكسيون جينيرال. Donc, ces imbrications, je ne sais pas, c'est d'ordre social, culturel aussi. Le respect de la création de la richesse, خلاص on l'a perdu. Excuse-moi, ما يقولكش هذا خدام، ما يقولكش هذا خدام، يقول لك هذا تاوعنا. Enfin, on va essayer de clôturer le débat sur cette histoire parce que c'est tellement important. On va essayer. Je vais dire juste parce qu'il a dit Yassine, il a dit qu'on a hérité, donc c'est un héritage socio-culturel. Moi, je dirais que seule la citoyenneté peut en venir à bout. Oui, mais lorsqu'on pense citoyen, on pense État national, citoyen. Mais en fait, juste pour dire, à la base, juste pour dire deux mots, les trois secteurs hado, à la base, c'était quasiment une règle. Où les cheminots, là où les postiers, ou là où les GA, c'était ça à l'époque, avaient été en quelque sorte prioritaires. Sauf que au bout d'un moment, ça suffit. Maintenant, c'est effectivement la compétence parce qu'on n'en est plus. Donc c'est de là que vient le célèbre adage où il dit Fellah. Oui, mais bon, maintenant, on est passé à autre chose. Mais je voudrais juste attirer l'attention sur un autre fléau, qui est un fléau réel. Maintenant, c'est la question du harcèlement, et surtout le harcèlement en milieu du travail, et pour obtenir un poste, et dans le système des études universitaires, auxquelles font face beaucoup de femmes, surtout, essentiellement. J'ai vu un cas hier qui est aberrant, qui a été dénoncé, et qui est très très grave. Donc, l'un dans l'autre, entre le ma'rifa, le harcèlement, l'héritage, etc., on se retrouve finalement avec un fardeau, avec un système du travail qui est dans une situation qui est très complexe, voire même dangereuse. Moi, je reste convaincu que c'est la citoyenneté et un État national bâti sur la citoyenneté qui peut corriger tout cela. Contre ce que raconte Tarek, je pars souvent aux universités et je suis inquiet pour l'avenir du pays. Pourquoi? Je ouvre l'affichage par curiosité. نبدا نحسب une fille au bout de la 12e 15e ligne باش نلقى un garçon. L'université algérienne produit maintenant pas uniquement, mais en grande partie des cadres de sexe féminin. دراري عندنا Donc à première vue, il ne parle pas de ça. Oui, Yassine, à première vue, il y a la grosse problématique du harcèlement. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit parce que j'ai quitté l'université il y a moins de 20 ans. Je suis tout à fait d'accord, mais j'ai une petite explication. Tout simplement, il y a un héritage culturel, il y a un héritage social. Il y avait un équilibre. Oui, mais les choses ont changé. S'il te plaît, Yassine, on ne va pas verser. Je ne voudrais pas que les gens comprennent que c'est du sexisme ou de la misogynie. Non, c'est un fait. C'est un fait, effectivement. Mais il y a l'aspect économique. On va avoir des cadres femmes. Eh ben, si elles sont compétentes, si elles sont compétentes, tant mieux. Nous, on a la formation. Dans 10 ans, sur 30 ingénieurs, tu as 25 نساء. Il y a une explication ici, si tu me laisses terminer, je vais te donner une toute petite explication. Depuis quelques années, le garçon pense qu'il n'est pas obligé de faire des études supérieures pour travailler, pour ramasser de l'argent et pour quitter le pays. Par contre, les filles pensent qu'elles sont obligées de faire des études pour fuir l'enfer du foyer familial. C'est pas forcément un enfer, c'est la volonté de réussite. Elle est légitime. Il y a la volonté de réussite, mais il y a aussi le patriarcat qui a fait des ravages. Quand j'ai dit l'enfer du foyer familial, je sais de quoi je parle. On a eu des témoignages assez éloquents sur le sujet.
il y a aussi l'envie de s'affirmer dans la société. Et je trouve ça très, très encourageant pour les filles. Tout ça n'enlève pas la réalité du harcèlement. C'est une réalité. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, non, Yacine, Yacine qui a fait. évoqué un autre sujet, mais par rapport à l'harcèlement, je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais accepter. Et qui est puni par la loi. Ou tolérer, mais malheureusement, les gens n'arrivent pas à le dénoncer publiquement pour des raisons que nous connaissons tous. Donc, je vous propose de laisser le sujet pour la prochaine fois. On va essayer de décortiquer un petit peu en profondeur du sujet parce qu'il s'agit d'un sujet à la fois social, culturel, économique et même politique parce que les autorités publiques ont leur responsabilité dans ce qui se passe. Donc, quand un Algérien fait le choix de quitter l'école pour essayer de travailler, ramasser de l'argent et fuir le pays, ça les engage aussi. Donc il faut, ça veut dire, pour aboutir à une explication, à une analyse saine de ce phénomène, je pense qu'il faut dire les vérités. Parfois elles blessent, on s'en fout, on n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Donc restez avec nous, une page de publicité et on revient pour évoquer d'autres sujets de l'actualité.